l'Afrique, terre des premiers hommes et des grandes civilisations, s'est retrouvée prisonnière. D'autres ont perdu la vie en essayant de redonner à l'Afrique sa grandeur et sa liberté de jadis. Sauf que, quand vous vous faites mordre par un serpent, il ne suffit pas de tuer le serpent pour guérir, mais il faut aussi extraire de votre corps jusqu'à la dernière goutte du venin. Voyez-vous, l'Afrique a été mordue par un serpent géant. Et tout ce que nous avons fait pendant près d'un siècle, c'est courir après le serpent. Il est même arrivé au cours de l'histoire que des hommes courageux aient réussi à tuer le serpent. Cependant, le mal n'est pas guéri. Pourquoi? Parce que le venin n'a pas été extrait. Dans le cas de l'Afrique, aujourd'hui, nous connaissons tous le serpent. La question que l'on se pose toutefois, c'est quel est le venin? D'où vient le mal de l'Afrique? Quelles sont les causes de ce cancer qui refuse de guérir? Le venin, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre « Otages, les chaînes invisibles du monde noir », le mont Everest africain. Ce fameux mont Everest africain est constitué de 4 armes invisibles que le colonisateur a utilisées pour mettre l'Afrique à genoux. Et ces armes, malheureusement, sont tellement dissimulées au sein de nos propres institutions qu'ils sont devenus invisibles. Ainsi, la toute première arme invisible du néocolonialisme occidental en Afrique, la première composante du mont Everest africain, c'est ce que le roi Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, pour les passionnés de l'histoire, a appelé « divide ut regnes », à savoir diviser pour mieux régner. Et c'est dans ce sens que dès les prémices de la conférence de Berlin de 1884, les Occidentaux ont mis la carte de la division sur la table afin de rendre l'Afrique vulnérable, car ils ont tout de suite compris une chose: une Afrique unie est dangereuse. Une Afrique unie fait trembler les grandes puissances mondiales. Une Afrique unie est une bombe atomique. Une Afrique unie est une puissance mondiale. Malheureusement, l'ennemi a si bien joué la carte de la division qu'aujourd'hui, Africains, nous disons que nous sommes Nigériens, que nous sommes Béninois, Sénégalais, Burkinabés, Maliens et je ne sais quoi d'autre. Mais ces divisions, qui les a instaurées? À qui profitent-elles? Pire, comme si un malheur n'arrivait jamais seul, nous avons instauré des divisions au sein même de nos nations déjà fragilisées par l'ennemi. Des divisions ethniques, des divisions tribales. Non, non, je ne reconnais pas les Hausa du Niger. Non, je ne reconnais pas les Touaregs du Niger. Je ne reconnais pas les Armas du Niger. Je ne reconnais pas les Peuls du Niger. Je ne connais que le peuple africain, le peuple nigérien. Et c'est la seule chose qui doit compter. Voilà pourquoi j'ai été si content quand son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tchani, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré et son Excellence, le colonel Assimi Goïta, se sont réunis afin de créer l'Alliance des États du Sahel. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, tel un chien sentant sa mort approcher, aboyait de toutes ses forces. C'est pour ça, mesdames et messieurs, qu'on mettait la pression sur les esclaves de salon de la CEDEAO pour qu'ils anéantissent l'AES. Parce que, pour la toute première fois dans l'histoire de notre belle Afrique, une composante du mont Everest africain a été réduite à cendres par 3 hommes courageux. La deuxième arme invisible du néocolonialisme occidental en Afrique, deuxième composante du mont Everest africain, ayons le courage de le dire, c'est la démocratie. Je sais,
on nous a vanté 1000 vertus de la démocratie, que la démocratie serait le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais à dire vrai, la démocratie est l'une des armes les plus dévastatrices que l'Afrique ait jamais connues. La démocratie est un leurre, un écran de fumée, une arnaque. La France se fait passer pour un ardent défenseur de la démocratie. Mais la seule chose que ces parasites ont toujours défendue en Afrique, c'est leurs propres intérêts. Et justement, la démocratie est cette arme qui leur permette de choisir leur larbin, qui puisse veiller sur ces intérêts. Alors je voudrais dire ceci aux partisans de la dite démocratie. Quand on trouve un leader honnête, quand on trouve un leader compétent, patriote, quand on trouve un leader soucieux du bien-être de son État et de ses concitoyens, quand on trouve un leader qui mène la nation au summum de sa grandeur, il faut être fou pour le changer au nom d'une foutue démocratie. Et parallèlement, lorsqu'on se retrouve avec un dirigeant corrompu, lorsqu'on se retrouve avec un dirigeant lâche, un traître, lorsqu'on se retrouve avec un dirigeant farfelu qui dilapide les richesses de notre nation et met le pays en difficulté avec sa politique du statu quo, quand on se retrouve avec un Ouattara, un Patrice Talon, un Mohamed Bazoum, pourquoi diable attendre 5 ans, 10 ans pour enfin arracher la clé du pays à ces hommes sauvages? C'est cela, la folie de la démocratie. On sait qu'on va dans la mauvaise direction. On sait que le navire est en train de couler. Pourtant, on ne fait rien. On se contente d'attendre. Attendre que le capitaine ait fini son mandat. Et cela aux dépens de la nation. C'est cela, la folie de la démocratie. La troisième arme invisible du néocolonialisme occidental en Afrique, c'est le franc CFA. Pas besoin d'être un expert en économie pour voir que le franc CFA est une arme de destruction, une arme qui maintient l'Afrique et les Africains dans une pauvreté extrême. En fin de compte, cette arme n'est pas si invisible que ça, car il suffit juste d'avoir un peu de bon sens pour comprendre que jamais une nation ne s'est développée avec une monnaie étrangère. Le franc CFA détruit l'économie de nos pays. Il sème le désespoir, le chaos, la corruption, et il pousse les plus désespérés au vol, au vandalisme, au terrorisme. Voilà pourquoi il est primordial, messieurs, que nous achevons cette fausse monnaie une bonne fois pour toutes. Pour finir, la quatrième arme invisible du néocolonialisme occidental en Afrique, la toute dernière composante du mont Everest africain, c'est l'école. Oui, vous m'aviez très bien entendu. On nous aurait appris que le colonisateur a apporté l'école en Afrique afin d'amener les lumières de la civilisation, afin de rendre nos jeunes étudiants plus intelligents. Mais rien, absolument rien, n'est plus loin de la vérité. Car notre système éducatif a été conçu dans un but précis. Et le but, c'était de créer ni plus ni moins que des esclaves modernes. Et voilà pourquoi l'école africaine écarte tout usage de l'esprit humain. Elle décourage l'initiative, elle tue le leadership. Elle réduit l'Africain à l'aliénation. Elle détruit la culture africaine et annihile l'histoire de l'Afrique. J'imagine que là, vous vous dites bien, non mais qu'est-ce qu'il raconte, enfant? Alors quoi? Nous devons arrêter d'aller à l'école? Non mais ça ne tourne pas rond dans sa tête. Mais comprenez-moi bien. Je ne dis pas que la solution, c'est d'arrêter l'école. Ce que je dis, c'est que notre système éducatif est malade
et qu'il doit être réformé de fond en comble. À ce sujet, j'ai fait des propositions de réforme dans mon livre « Otages, les chaînes invisibles du monde noir ». Alors pour ceux qui souhaitent approfondir les 4 armes invisibles du néocolonialisme occidental en Afrique, je vous invite à lire mon livre. Avant de m'arrêter, je voudrais faire une petite révélation à propos d'une certaine vérité, une vérité amère, une vérité qu'aucun homme politique n'a osé dire à haute voix, par peur de se faire détester par le public. Après tout, le rôle du politique, c'est de plaire. Mais fort heureusement, Mohamed Amin Yahya n'est pas un politique. Alors je prendrai bien ce risque. Je prendrai bien le risque que vous me détestiez, car cela en vaut largement la peine. Alexandre Solzhenitsyn a écrit « Un homme qui arrête de mentir peut faire tomber une tyrannie. » Cela me fait de la peine de le dire, croyez-moi, mais ça fait beaucoup trop longtemps que l'homme africain se ment à lui-même. Nous disons que nous ne sommes pour rien dans le malheur de l'Afrique, que le responsable, c'est les autres. Mais la vérité, c'est que le plus grand ennemi de l'Afrique, c'est ce visage même que vous voyez tous les matins quand vous regardez dans votre miroir. Le plus grand ennemi de l'Afrique, c'est le petit commerçant du quartier, c'est le boulanger, c'est l'imam de la mosquée. Le plus grand ennemi de l'Afrique, c'est chacun de nous. Oui, l'élite française est cruelle, sadique. Oui, les États-Unis d'Amérique sont hypocrites. Oui, nos dirigeants sont corrompus pour la plupart. Mais nous, le petit peuple, qu'avons-nous fait pour changer les choses? Qu'avons-nous fait pour les arrêter? Pleurnicher. Voilà ce que nous avons fait la plupart du temps. Pleurnicher, pleurnicher, pleurnicher. Sauf qu'aux dernières nouvelles, se plaindre, ça n'a jamais arrêté un agresseur. La seule façon de mettre fin à la tyrannie de ces impérialistes, c'est de leur rendre coup pour coup. En cela, nous avons échoué, malheureusement. Et par notre attitude néfaste, nous avons contribué, autant que ces barbares, à mettre l'Afrique à genoux, par notre silence, par notre indifférence, par notre cupidité, par notre égoïsme, par notre sens de morale déplacé. Nous avons tué Patrice Lumumba. Barthélemy Boganda, nous l'avons assassiné. Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, Barré Mainasara. Le président Barré a commis une seule erreur, une. Son erreur a été de vouloir la liberté, la prospérité et la dignité pour chaque citoyen nigérien. Et nous, qu'avons-nous fait pour le remercier? Nous lui avons ôté la vie. On m'objecterait volontiers que s'il est vrai qu'à chaque fois l'homme africain a appuyé sur la gâchette, que c'est parce qu'il aurait été manipulé, voire contraint par ces impérialistes. Soit, pardonnez-moi pour ce que je vais dire, mais c'est à nous, Africains, qu'il appartient de remettre ces fils de pute à leur place. Il y a un proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. » Ce à quoi j'ajouterai, à défaut de ne l'avoir fait il y a 20 ans, faisons-le maintenant. Je vous remercie.